Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information sur le bachelor en sciences de la communication. Je suis Thilo von Pape, le professeur responsable de ce bachelor. Et nous sommes très contents de vous trouver ici, très nombreux. Normalement, à mes côtés, il y aurait encore notre conseillère aux études, Florence Van Hoven, mais malheureusement, elle est tombée malade hier, donc elle ne pourra pas être là, mais j'ai ses contacts sur la dernière diapositive pour toutes les questions que vous avez après encore. Des questions spécifiques sur l'organisation des études. Pour les autres questions, je suis là. Et j'ai Étienne Dierli, un assistant dans la chaire des sciences de la communication qui va prendre sa place pour certains éléments de la présentation. Et les assistants, donc, ils interviennent, Étienne intervient aussi dans les cours. Il intervient dans l'encadrement des travaux scientifiques que vous faites, ou aussi dans des petits groupes, notamment si vous n'avez pas réussi un examen. Il travaille avec vous pour assurer que vous allez réussir le rattrapage. Et d'ailleurs, Étienne, il a aussi fait un bachelor ici, à cette université, puis il a fait un master à Québec, à Montréal, sur les jeux vidéo. Et maintenant, il est revenu ici pour un doctorat. Donc, ce que nous allons faire dans cette bonne heure, je dois... chose qui... Je sais pas. Et là, voilà. Dans cette heure, c'est que je vais vous présenter avec Étienne la discipline des sciences de la communication et notre département, puis le bachelor en soi, et on va terminer sur les débouchés professionnels. Et pour les débouchés professionnels, donc on est dans la 3e année de ce bachelor, donc il n'y a pas encore des anciens de ce bachelor, mais on va vous parler d'anciens du master en sciences de la communication qu'on a ici depuis plus longtemps, le master en business communication. Et puis, nous avons 3 étudiants actuels qui parlent de leurs expériences professionnelles qu'ils ont fait et dans les associations le long de leurs études déjà. Donc, nous sommes aussi très contents de les avoir ici, Adrien, Audrey et Amélie. Donc, commençons par cette discipline, les sciences de la communication. Alors, on peut se demander pourquoi des sciences de la communication? Parce que finalement, communiquer, on fait tout le temps. Donc, pourquoi en faire toute une science? Il y a même cette phrase très connue posée par un chercheur en communication, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, c'est un peu comme respirer. On ne peut pas faire son. Mais est-ce que c'est une raison d'en faire toute une science? Alors, si on prend vraiment cette comparaison avec la respiration, ce que les deux ont en commun, c'est qu'on le fait tout le temps et c'est essentiel pour vivre, de communiquer et de respirer. Mais ça s'arrête là. Maintenant, les points que nous dirions pour expliquer pourquoi on a besoin des sciences de la communication alors que pas de sciences de la respiration, c'est déjà que les moyens de respiration, ça reste les mêmes depuis des millions d'années. Ça change très doucement à la vitesse de l'évolution, alors que les moyens de communication, si vous pensez quelles applications, par exemple, vous avez utilisées il y a 1 an, il y a 2 ans, ça change rapidement. Donc, il y a ce changement radical. Et puis, la respiration, c'est quelque chose d'individuel. Chacun fait pour soi. Je suis sûr qu'on peut tous mieux faire encore. Mais la communication, c'est entre les personnes. Et donc, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui constitue la société, ce qui constitue les entreprises, les associations. Et il y a donc une
énorme demande de la part de la société, des acteurs économiques pour faire cette communication bien et aussi pour des experts pour permettre déjà à exister aux organisations et à communiquer avec leurs clients, avec les différents stakeholders de ces organisations-là. Et pour prendre maintenant des exemples, un premier exemple, ça vous connaissez, je pense, par rapport au fait qu'on ne peut pas communiquer, on envoie un message sur WhatsApp, il y a un crochet, deux crochets bleus, et puis pas de réponse. Donc, l'autre personne, est-ce qu'elle ne communique pas avec nous? En tout cas, elle nous envoie un message et nous, on interprète ce message. Peut-être ce qu'on avait écrit, ça n'a pas plu à la personne. Peut-être il y a un autre problème avec la personne. Peut-être elle est juste pas disponible à ce moment, mais avec ces moyens de communication, avec les informations qu'il nous donne et qu'il ne nous donne pas, ça nous pose des questions. Ça peut être déroutant psychologiquement. Et ça, c'est une partie des questions. Comment nous intégrons ces technologies qui changent dans notre vie quotidienne, quelles importances, quelles significations nous y attribuons. C'est ce que nous étudions, entre autres, dans les sciences de la communication. Et je ne commence même pas avec, si l'autre personne, elle a reçu le message, elle commence à écrire quelque chose et puis ça s'arrête de nouveau. Donc, vous savez, il y a un message pour moi, mais finalement, cette personne a fait le choix de ne pas me l'envoyer. Donc, on commence encore plus à se faire des films et ça explique pourquoi il y a donc différentes interrogations, des différents problèmes aussi psychologiques associés à la communication avec ces nouvelles technologies dont on parle ici. Mais comme dit, ce n'est pas juste au niveau individuel, c'est aussi le niveau des organisations. Et aujourd'hui, une des questions qui nous occupe le plus, c'est la communication avec et aussi à travers l'intelligence artificielle. Donc, qui parmi vous utilise ChatGPT? Oui, donc ici. Qui l'utilise aussi dans le cadre scolaire universitaire? Oui. Et qui est transparent par rapport aux responsables de ce cadre-là, toujours par rapport à son utilisation de ChatGPT? Donc, moi, oui. Donc, vous, parce que vous avez été dans un séminaire chez moi où on pouvait faire ça, déclarer comment on a utilisé. Mais vous voyez, là, il y a un problème dans la communication sur le fait d'utiliser ChatGPT. C'est votre problème, d'une certaine manière. On a fait des entretiens avec des étudiants où ça cause des problèmes parce qu'on n'est pas sûr, on veut être honnête, mais en même temps, on ne connaît pas vraiment les conséquences de l'utilisation. Et c'est la même chose pour les entreprises. Donc, nous avons, comme nos étudiants, ils veulent travailler dans des agences de communication, ils font aussi des études dans ce cadre-là, des stages et des petites enquêtes. Et donc là, c'est une étudiante cette année qui a fait une enquête auprès des agences de communication en Suisse romande sur leur utilisation de ChatGPT. Et il y a cette citation issue d'un entretien avec une employée d'une agence qui disait « Mes supérieurs, ce sont les premiers à me dire « Tu peux utiliser ChatGPT ». Mais je pense qu'aucun client n'est au courant. » Donc ça, c'était une agence. Dans d'autres agences, ils sont plus transparents en fonction du contexte. Par exemple, si les clients veulent quelque chose très rapidement, pas cher, on va leur dire ça, on peut le faire, mais ça serait en utilisant l'intelligence artificielle, par exemple. Là, on a l'impression qu'il y a une grosse ambiguïté et il y a du non-dit. Et ça, c'est jamais bien. Mais c'est pas. Donc, c'est un cas de non-communication, probablement en raison d'un malaise et du fait que, comme vous,
avec vos enseignants. On ne connaît pas les attentes de l'autre côté et c'est très mal réglementé actuellement cette utilisation et on manque simplement d'assurance et de connaissances aussi dans la question de comment on utilise, quel est le cadre légal, quelles sont les attentes, quelles sont les normes par rapport à tout ça. C'est en train de développer, d'évoluer. Et donc, nous, on essaie de comprendre ces processus pour que quand vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez aider à développer une vraie stratégie par rapport à ça. Sans parlant de la communication avec les machines elles-mêmes, qui devient de plus en plus important parce que c'est une réalité qui sont utilisées partout, même dans il y a des études dans des contextes thérapeutiques où c'est des individus, au lieu de chercher un professionnel, ils font des entretiens avec des IA. Donc, dans tous ces contextes, ils sont utilisés. Ce n'est de moins en moins la question de la capacité technique de ces outils, mais de plus en plus une question finalement comment on peut communiquer avec eux, parce qu'il y a un consensus que le meilleur résultat, c'est dans de plus en plus de domaines, c'est pas ne pas du tout les utiliser, c'est pas non plus s'appuyer à 100% dessus, mais c'est de faire cette combinaison entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et ça dépend et demande de la communication avec ces machines. Donc, ça devient de plus en plus une question de communication de ce qu'on appelle homme-machine. Donc, voilà 3 exemples pour montrer que ne pas communiquer, ce n'est pas un choix, mais il est vrai que la communication avec l'évolution technique, avec les différents niveaux entre les individus, les entreprises, les organisations qui communiquent, c'est extrêmement complexe et ce que nous, on veut faire avec cette discipline, c'est d'assurer que cette communication de plus en plus complexe, qu'elle se passe bien, simplement. Et vous pensez peut-être que, comme vous avez grandi dans cet environnement, vous y connaissez automatiquement assez bien et vous ne posez peut-être pas tant de questions. Mais pour voir ça un peu, on a préparé un petit test sous forme d'un petit quiz. Et je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, vous connaissez ça de Kahoot du collège, je pense. Là, ici, on n'utilise pas Kahoot, on utilise Slido. Ça fait un peu moins infantile. Et je passe la parole à Étienne pour ces questions. Alors bonjour à tous, je tiens à remercier Thilo pour la petite introduction de départ. J'espère que vous passez une bonne journée. Puis là, je vais vous laisser du temps un peu pour scanner du coup le QR code et puis on va commencer le petit quiz dans quelques secondes. Et si jamais, pour le grand gagnant, parce qu'il y aura quand même un gagnant au niveau du quiz, il va gagner un énorme biscombe. Donc quand on verra le pseudo, il faudra me dire qui c'est et je viendrai lui apporter le biscombe à la fin. Bon. Tu peux faire avec ça. Oui. Est-ce que vous avez tous le temps de vous enregistrer? Ça a l'air OK? OK. Il y en a qui arrivent. Alors, comme première question, on va vous poser quel post Instagram parmi les suivants ne figure pas finalement dans le top 6, mais on n'a pris aucun post sur le football, parce que sinon on n'aurait que des posts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, en termes de nombre de likes du coup. Donc on a la magnifique photo d'un œuf. On a le dernier post malheureusement de XXX Temptation. On a aussi des personnes qui retirent des masques devant des animaux. Vidéo très drôle sur Instagram. On a la recréation du mème de Spider-Man avec les 3 Spider-Man. Enfin, les 3 acteurs qui ont joué le rôle. Et la dernière, c'est un reel d'un toucher de soleil. Oui. Et les 30 secondes sont déjà passées. Ouais. D'accord. Alors, je vois que vous avez mis que c'était
la personne retirant des masques, alors non, finalement, c'est dans le top 6. Et en fait, les deux qui étaient pas, bah, désolé, on voyait pas, mais les deux qui étaient pas, c'était Spider-Man, en fait, la récréation du mème de Spider-Man. Et le dernier, c'était Selena Gomez qui buvait un cocktail qui n'était pas dans le top 6. Donc, oui, vous avez à chaque fois 30 secondes. On a oublié de vous dire. Ça, vous avez 30 secondes pour répondre. En fait. Donc, je vais parler un peu moins. Mais c'était la question la plus complexe. Et peut-être, donc, scientifiquement, bah, nous, on n'a pas non plus la formule pour la recette pour expliquer quels postes vont marcher. On connaît un peu les ingrédients, la célébrité, les émotions, l'humour, et puis les questions de à quel moment on va poster. Après, les dynamiques derrière du repostage. Mais on peut s'appuyer sur après pour expliquer plus profondément, par exemple, pourquoi un post très émotionnel comme le dernier post, il a fait tellement d'impressions. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des théories psychologiques sur les effets des émotions, parfois sur des études sociologiques. Et nous, donc sur la question pourquoi les gens vont partager et créer cet effet viral. Et donc ces dynamiques-là, c'est quelque chose où si vous apprenez les théories pour bien expliquer, même si ça ne donne pas la recette parfaite, qui, comme l'œuf, ça peut toujours surprendre. Ah, c'est ouais, la souris. Je pense que la souris doit être sur. Petit problème technique. Alors là, la souris. Maintenant, je pense. Ah, il faut revenir. Voilà, alors, la deuxième question, c'est quel est le résultat prévu par OpenAI, donc c'est l'entreprise derrière ChatGPT, pour 2024. Et normalement, vous avez des échelles. Voilà, je ne les vois pas. Mais... Oui, sur le téléphone, vous avez les échelles. Voilà, ça. Plus de 15 milliards, entre 5 et 15 milliards, entre 2 et 5 milliards et moins d'1 milliard de dollars. Alors, qui a dit moins d'un milliard? Est-ce que vous savez peut-être quelqu'un qui a dit ça? Combien c'est plutôt? Parce que c'est correct, moins d'un milliard. Mais ce n'est pas juste moins d'un milliard, mais en fait, ce sont 5 milliards de déficit. C'est leur objectif pour 2024. Et donc, ça pose des questions. Deux questions. Déjà, comment est-ce qu'ils veulent que ça se rentabilise? Parce que c'est extrêmement cher, la mise en place des réponses et de la technologie derrière. Donc, il faut un modèle commercial derrière. Et le modèle commercial, c'est probablement vos données ou vous influencer de faire certaines décisions et être payé par ceux qui en profitent des décisions que vous allez prendre. Donc, ça pose toute la question de l'autonomie, de la vie privée dans la société. Actuellement, ils n'ont pas ces revenus parce qu'ils veulent que ça se mette en place et pensent aussi pouvoir faire des économies derrière après. Mais il y a quand même ce danger que ça va être exploité pour influencer et surveiller. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de différentes entreprises qui proposent des IA, mais à ce coût-là, il y a probablement, simplement par les logiques de marché, très peu d'acteurs qui peuvent financer ça au moyen terme et on risque de se retrouver avec un marché où vous avez l'IA de Google, de Meta, de Microsoft, euh, mais pas d'autres choix et peut-être rien qui vient d'Europe aussi. Oh. Pour la prochaine question, on vous demande qu'entend-on par une relation parasociale. Donc, je vous laisse lire les définitions parce que nous, moi, je ne les vois pas toutes. Comment?
Oui, oui, mais tu peux encore. Donc je vois pas mal de gens ont répondu une relation entre des gens qui ne se connaissent que par les réseaux sociaux. Alors malheureusement non, ce n'est pas ça. Et en fait c'est une relation qu'on a imaginée avec un personnage médiatique ou fictif. Donc c'est des relations que vous pouvez avoir par exemple avec une célébrité, donc un chanteur, une chanteuse, un acteur ou même des personnages fictifs comme des personnages d'animation ou de séries. Ou par exemple, de nos jours, c'est souvent avec des youtubeurs ou des streamers parce qu'on a aussi cette proximité avec eux grâce à ces réseaux-là, où on peut les retrouver sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X et les autres réseaux. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça augmente largement la motivation de consulter ces séries ou ces contenus. Et ça a longtemps été vu comme quelque chose de problématique. Il y avait cette théorie que ça remplace des relations dans la vraie vie un peu, mais tous ces discours qui comparent entre la vraie vie et la vie médiatique, à un moment, on constate que cette distinction, elle n'est pas si simple que ça. Et finalement, aujourd'hui, la recherche montre que ça a aussi beaucoup de fonctionnel, de positif, d'utile d'avoir ces relations parasociales, parce qu'on peut en retirer du réconfort et aussi des conseils en fonction bien sûr, de comment sont constituées les autres relations et ce qu'on en fait, mais ce n'est plus vu de manière négative. Et juste pour finir, ces relations avec une intelligence artificielle, c'est quelque chose à observer parce que c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus important avec des applications comme ou des fonctionnalités comme MyAI euh, ou des applications comme Replica. Alors, c'était la troisième sur quatre questions. Et Michel, vous êtes où? Ah, ouais. Alors, c'est... Ouais, mais il y a encore la dernière question. Je vous laisse juste Non, il répondre en faut même temps. assurer. À quel pourcentage de la population suisse est diagnostiqué, donc vraiment un diagnostic médical, comme étant dépendant ou addict au smartphone? Donc là aussi, vous avez 0, 1, 5, 7%. Et Michel, tu as la pression. Je vois que pas mal de personnes ont répondu 7%. Après, on a 5%. Et finalement, la réponse, c'était 0%. Ouais. Ouais. On peut voir. Alors, oui, peut-être avant de voir le résultat, et si Michel a encore une fois visé bien sur 0, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les utilisations du téléphone portable. Là, la recherche pointe plutôt vers des résultats qui montrent qu'il y a des problèmes avec une surutilisation dans certains contextes par certaines personnes euh, et que c'est bien de commencer tard avec l'utilisation des réseaux sociaux et les téléphones portables. Mais cette fameuse addiction du téléphone portable, c'est pas quelque chose qui a été reconnu scientifiquement, alors qu'on fait la recherche là-dessus. Il y a des addictions pour la pornographie ou pour les jeux qui sont qui sont des diagnostics reconnus, euh, qui peuvent jouer un rôle beaucoup dans l'utilisation du téléphone portable. Mais on parle plutôt d'utilisation problématique du téléphone portable parce que c'est simplement quelque chose de différent qu'une addiction à une substance ou une addiction comportementale. Et donc, c'est important de garder cette distinction et ça fait partie des choses sans réduire et limiter les risques et le regard critique par rapport à ces technologies, mais d'avoir un regard scientifique qui distingue et fait la part des choses. Et donc, pas d'addiction, mais des utilisations problématiques. Ah, Michel, malheureusement, je crois que tu as perdu ta place. Et du coup, c'est Chloé qui va gagner, donc je sais pas où elle est. Chloé. Ok.
Alors, bravo, Chloé. On a une dernière question, juste pour un oui. point d'horizon. Ouais, on vous demande quel emploi aimeriez-vous exercer après vos études. Donc, c'est juste pour nous rendre compte un peu de ce que vous cherchez à travers ce bachelor. Ok, oui, super, merci. Comment? Ah oui, je te laisse. Ouais, ouais. Bon, je pense que vous êtes pas nous, on n'est pas les premiers à vous poser ces questions et on voit que vous avez différentes façons charmantes de dire que vous ne savez pas et c'est tout à fait normal. Les études, c'est aussi un cadre où on peut découvrir ça et notamment ici, on va voir ça juste après, parce qu'on a un cadre très flexible qui permet de customiser vos études en fonction des intérêts que vous développez dans les études, en combinant les sciences de la communication qui vont prendre la moitié de votre temps d'études avec d'autres matières. Par exemple, si vous voulez devenir testeur de toboggan aquatique, vous choisissez peut-être quelque chose en lien avec le sport peut-être et peut-être l'ingénierie et vous pouvez faire ces combinaisons-là. On va voir après que ici, c'est d'autres combinaisons qui sont plus courantes et plus faciles dans cette faculté, mais on peut faire des combinaisons totalement en dehors de la faculté. Et puis, on a vu journalisme. Donc, c'est effectivement ce qui est articulé le plus systématiquement aussi quand les étudiants commencent et on leur demande. Et vous avez ici aussi un apprentissage théorique, mais aussi pratique du métier du journaliste et du travail avec les différents genres de contenus et de leur création. Donc, je vais rapidement encore vous présenter le département sciences de la communication, même si je sais, c'est toujours quelque chose dont même dans la première année, on ne se rend pas forcément compte du cadre organisationnel d'un département, mais c'est un peu chez vous quand même quand vous faites vos études ici. Et donc, dans les sciences de la communication, nous sommes structurés dans 8 chaires. Donc, ce sont à chaque fois des professeurs qui ont leur spécialisation avec des collaborateurs, des assistants comme Étienne. Et puis, on a des maîtres assistants et encore d'autres gens qui continuent à travailler après leur doctorat. Et donc, nous avons une personne francophone spécialisée sur la communication, grosso modo, des entreprises et des organisations. Et pour 3 de nos 8 chaires, on a donc à chaque fois un double en français et en allemand. Donc, du côté francophone, c'est professeur Laura Ilia. Et du côté germanophone, donc, on a Diana Ingenhoff, une professeure qui travaille à peu près dans le même domaine. C'est la même chose sur les usages et les effets des médias. Donc, ça, c'est moi du côté francophone. Et du côté germanophone, on a un autre collègue, Andreas Farr, qui travaille un peu différemment, mais sur le même domaine. Communication politique, c'est pareil. On a 2 chaires, francophone, germanophone. Et puis, on a sur la structure des médias et la gouvernance. Donc, ce sont des questions de quelles règles est-ce qu'il faut se définir pour, par exemple, l'intelligence artificielle actuellement et son utilisation dans le journalisme et dans les agences de communication pour
pour justement clarifier cette question, est-ce que je dois être transparent ou pas? Donc pour ça, on a actuellement une chaire en germanophone, mais on est en train de recruter quelqu'un du côté francophone qui fait ça en combinaison avec une spécialisation dans le journalisme. Et finalement, depuis cette année, on a aussi une chaire en communication digitale et datafication. C'est en lien avec la haute école euh, spécialisée des Grisons à Coire. Il faut proposer aussi un master qui intègre pratique et théorie de la communication dans ce domaine de la communication digitale. Ici, vous voyez toute l'équipe, donc les professeurs avec les assistants, le personnel technique, administratif, postdoctorants qui tous jouent un rôle dans le cadre de vos études après. Et je passe à l'offre donc des programmes d'études. Nous proposons donc 2 bachelors, un francophone pour lequel vous êtes venu là, et puis un germanophone. Donc, la différence, c'est que le bachelor germanophone, il intègre 120 crédits ECTS, le bachelor francophone 90 crédits. Donc, il y a un peu moins de cours en communication dans le bachelor francophone et plus de flexibilité de combiner avec d'autres disciplines. Mais ce que vous pouvez aussi faire, mais c'est pour ça que je vous ai aussi présenté les professeurs germanophones, c'est que vous pouvez choisir des cours dans les autres dans l'autre langue. Donc, vous pouvez tout à fait choisir donc, des cours du master germanophone. Si vous faites au moins 40% de vos crédits du côté germanophone, vous pouvez avoir un diplôme bilingue. Vous pouvez même choisir le bachelor germanophone et faire donc une bonne partie de l'enseignement en français. Et comme ça aussi, avoir un bachelor en communication avec 120 crédits, tout en faisant une bonne partie de vos études en français. Et vous n'êtes pas obligé de décider ça avant, mais vous pouvez décider au fur et à mesure. Vous pouvez faire un cours en allemand et décider si ça va bien pour vous. Et à partir de là, continuer à collecter les crédits germanophones. Et pour la suite, nous proposons 3 masters. De nouveau, un francophone qui est en business communication, donc plus orienté vers la communication des organisations, des entreprises et le contexte économique. Puis un master germanophone Kommunikation und Gesellschaft qui est assez généraliste avec régulation, communication politique, effets, mais qu'on étudie de manière plus approfondie. Et nouveau, donc le master joint avec la haute école spécialisée de Coire en Digital Communication and Creative Media Production, où c'est un master où les étudiants, ça fonctionne un peu différent, plus comme sous forme de projet. Vous êtes un peu entre les différents lieux, toujours pour des petits projets pendant quelques semaines. Ce n'est pas encore pour maintenant de se poser ces questions, mais sachez que quand vous avez fait un bachelor chez nous, vous avez bien sûr les meilleures chances pour intégrer un de ces masters aussi. Maintenant, on va se focaliser sur le bachelor en sciences de la communication. Et donc, je vous présente déjà le concept qui est bien pour cibler vos études par rapport à vos objectifs professionnels que vous ne connaissez pas encore parfois, ou peut-être vous allez changer d'avis, peut-être la profession que vous voulez faire, elle va être inventée dans 2 années aussi. Et pour pouvoir vous adapter à ça, on propose un système modulaire où vous pouvez choisir donc notre bachelor comme base, comme branche principale avec 90 crédits. Je pense que vous avez peut-être entendu un crédit, ça veut dire entre 25 et 30 heures de travail pour vous. C'est comme ça qu'on compte les crédits. Donc, vous pouvez faire le calcul. Ça fait beaucoup de travail en communication. C'est la moitié donc de
de tous les crédits, de tout le travail que vous devez faire pour vos études. 180, donc 90, vous faites chez nous. Et puis, pour les autres 90, vous pouvez choisir donc deux branches complémentaires. Par exemple, comme grande branche complémentaire avec 60 crédits, quelque chose ici de la faculté, management, économie politique ou informatique de gestion. Et comme petite branche complémentaire, parce que vous vous intéressez pour la psychologie et ça va bien avec les sciences de la communication, vous faites ça ou il y a pas mal qui ont fait les dernières années sciences de l'environnement ou travail social aussi. Mais ça peut aussi être des domaines très, très particuliers, des combinaisons très atypiques. Souvent, c'est bien sur un CV. Vous avez le choix dans une université complète ici pour vraiment trouver et expérimenter avec ce qui vous plaît. Simplement, tout ce que vous faites dans cette faculté, ça va être encore plus facile à combiner parce qu'on fait attention que, par exemple, le grand cours magistral que tout le monde doit faire en management, qui ne soit pas en même temps que le grand cours magistral en sciences de la communication. Donc, c'est moins de casse-tête pour vous au sein de cette faculté. Maintenant, si votre cœur bat encore plus pour une autre discipline, vous pouvez prendre celle-là comme branche principale. Donc, on met toujours les autres de notre faculté, mais ça pourrait aussi être la psychologie ou la sociologie comme branche principale. Et nous, comme grande branche complémentaire, avec donc 60 crédits chez nous, nous appelons cette grande branche complémentaire Business Communication, parce que en fait, c'est encore une fois une combinaison entre sciences de la communication et une des autres disciplines de cette faculté, management, économie politique ou informatique de gestion. Donc, c'est donc un enseignement en communication qui vous oriente plus vers l'économie. Ou alors, choisir c'est nous comme petite branche complémentaire. Donc là, vous aurez plutôt un aperçu de la communication. Donc, 30 crédits pour quelques cours théoriques, méthodologiques. Et vous faites ça comme complément à quelque chose d'autre qui vous intéresse principalement. Vous pouvez choisir ça et vous pouvez aussi changer vos choix en cours de route en fonction de comment ça se présente une fois que vous êtes ici. Concrètement, comment est-ce qu'il faut imaginer ça? Alors, je vous montre ici ce qui pourrait être votre emploi de temps dans la première année. Donc, ça a l'air sympa. Le week-end commence le vendredi et termine le lundi, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, je vous présente d'abord tout ça, c'est les contenus en sciences de la communication. Vous avez donc le mardi, c'est votre gros jour avec méthodologie le matin chez moi, puis un cours d'introduction dans les théories de la communication et un cours sur encore une fois, chez moi, c'est les effets et les usages des médias et notamment des nouveaux médias, donc réseaux sociaux, IA, ces questions-là. Puis mercredi, vous commencez à 10h15 avec un cours d'introduction à la statistique où vous apprenez. Donc, c'est souvent ce qui fait peur, mais en fait, c'est vraiment l'application des maths à des problèmes de la vraie vie et souvent, c'est très motivant comme contexte pour faire des maths. Et bien sûr, nous, on voit après dans les études comment l'appliquer, par exemple, pour pour répondre à des questions communicationnelles. Après, un cours d'exercice méthode où vous travaillez dans des petits groupes et qui correspond au cours magistral méthodologie en sciences de la communication, où vous faites des petites enquêtes déjà en premier semestre ensemble avec 3 ou 4 autres étudiants. Et le jeudi, après, vous avez un pro-séminaire dans lequel vous apprenez les techniques d'être étudiant,
la collaboration dans un groupe, la lecture, la prise de notes dans les cours magistraux, comment écrire un travail scientifique. Et à la fin de la journée, un cours sur le droit de la communication et de l'Internet, donc toutes ces questions qui se posent aujourd'hui aussi par rapport à la régulation et aux droits d'auteur dans ce contexte. Donc là, c'est ce que vous faites strictement chez nous. Mais après, il y avait encore les branches complémentaires. Donc, on conseille de ne pas trop faire en premier semestre des branches complémentaires, mais on pourrait imaginer que vous faites gestion d'entreprise, vous avez encore un cours le vendredi matin, et parce que vous vous intéressez pour la psychologie de développement, le lundi après-midi. Donc ça pourrait être un calendrier, un emploi de temps validé par notre conseillère aux études qui n'est pas là aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas que vous faites rien dans ces créneaux-là, mais il y a beaucoup de choses à préparer, travail de groupe, s'organiser. Comme ça remplit quand même la semaine. Et, et donc ça, c'est le premier semestre. Souvent, donc, il y a beaucoup de contenu le premier semestre et après, ça continue comme ça, mais il y a plus de choses appliquées parce qu'une fois que vous avez un peu les bases, vous pouvez rentrer donc, dans ce qu'on appelle des cours pratiques où vous apprenez à utiliser donc, les techniques et les outils, les logiciels audiovisuels et de traitement, aussi les méthodes de traitement de données. Dans des cours spécialisés sur différentes questions d'application de la communication. Et donc, cela amène aux forces de notre bachelor. Donc, c'est l'équilibre qu'il propose entre un enseignement pratique, donc qui vous apprend auprès de professionnels de différents métiers, comment utiliser les outils de communication, entre autres dans un laboratoire et dans un studio que vous allez pouvoir visiter après, et donc le côté plus scientifique avec des chercheurs qui sont actifs au niveau mondial, qui passent la moitié de leur temps pour assurer que ce que vous apprenez, c'est vraiment l'état de la recherche, parce qu'il faut, avec des questions comme l'IA ou les effets des smartphones, et ce sont aussi parce qu'ils passent tellement de temps à faire la recherche propre sur ces questions, des passionnés de ces thématiques-là. Donc ça, c'était cette combinaison-là qui vous propose un certain équilibre entre le pratique et le théorique. Et puis, donc, le choix dans cette université complète de faire ce qui vous intéresse vraiment personnellement, notamment aussi au sein de cette faculté avec encore plus de facilité. L'autre avantage, c'est côté des choix que ça ouvre. Donc, j'ai déjà dit qu'il y a cette possibilité d'étudier en bilingue, en français, allemand. Il y a aussi des cours en anglais qui sont proposés à l'université, mais on essaie au bachelor, surtout dans les 2 premières années, de rester avec le français et l'allemand. Il y a possibilité donc, de profiter de notre réseau d'échange international pour vraiment être totalement dans l'autre langue ou dans une 3e langue pendant un semestre. Et donc, la vie associative à cette université, on a avec Unicam, la plus grande télévision universitaire en Suisse, Unimix, une radio qui diffuse dans le cadre de Radio Fribourg, ou un 3e exemple, Junior Enterprise Fribourg, donc une entreprise d'étudiants qui propose du consulting en intégrant les compétences des étudiants plus économiques et plus en communication pour faire des vrais projets payés par des entreprises locales
et comme ça, avoir des premières expériences professionnelles. On arrive dans la dernière partie, les débouchés professionnels. Donc, on a vu ce que vous aimeriez bien faire, c'est souvent dans les médias, le journalisme. On a aussi vu travailler dans des entreprises, la communication des entreprises. Peut-être il y avait aussi plus des organisations non gouvernementales, parce qu'il y a certaines causes qui vous motivent particulièrement. Il y a beaucoup de spécialistes en communication qui travaillent dans ces contextes-là. L'administration publique, c'est aussi un employé très demandé, très attractif. Et de plus en plus, je vois aussi parmi d'anciens étudiants du master ou en communication d'autres universités où moi j'étais avant, que l'industrie cherche de plus en plus de gens aussi, d'experts en communication, parce que tous les objets de la vie quotidienne deviennent connectés et il y a ce côté communicationnel maintenant. On communique avec sa voiture, il y a des ampoules connectées qui sont intégrées dans une maison connectée. Et il faut des vraies compétences de comprendre comment faire des produits qui correspondent aux attentes et à l'expérience et qui proposent une bonne expérience du côté des usagers. Donc, les professions journalisme, même si le journalisme souffre actuellement, il y a toujours des domaines dans le journalisme comme le data journalisme qui sont en train de grandir. L'analyse des données, donc c'est statistique qui vous aide là des usagers, pas juste pour les exploiter, mais aussi pour trouver des solutions qui permettent d'intégrer les intérêts commerciaux et la vie privée des usagers. Donc, ce que je viens de dire sur l'industrie des spécialistes en expérience usagée dans l'interaction avec toutes ces technologies qui deviennent connectées et smart aujourd'hui. Spécialistes dans la responsabilité sociale des entreprises. Donc, ça permet aussi de s'investir dans des causes, mais au sein d'entreprises et pas juste pour leur communication extérieure, mais pour assurer que les valeurs soient aussi au cœur des produits et des services faits. La réputation, c'était déjà un sujet très important avec les moteurs de recherche. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle. Et là, les gens vont demander à ChatGPT quelles sont des bonnes entreprises pour certains services ou certains produits. Et c'est extrêmement difficile de voir comment se créer une bonne réputation auprès d'une intelligence artificielle qui, elle va s'orienter sur Internet, trouver ces informations. Et donc, c'est un processus à long terme de cultiver cette réputation auprès de ces intelligences artificielles, mais ça va devenir extrêmement important. Et c'est une nouvelle profession de s'occuper de ces questions-là. Puis, un peu plus classique maintenant, mais il y a beaucoup de travail dans le marketing numérique, le travail sur l'identité des marques sur les réseaux sociaux, par exemple les communautés autour des produits des marques sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a toutes les questions de la régulation aussi, qui est toujours un peu derrière les faits, mais donc par rapport à ces nouveaux produits qui est aussi il y a aussi une grande demande sociétale pour trouver des règles au niveau de la Suisse et au niveau des cantons et au niveau international. Puis vous avez les possibilités de faire des masters et des doctorats, bien sûr, ici ou d'autres universités derrière. Et sans oublier qu'il y a donc des professions qui sont encore en train de naître autour de ces technologies. Alors, nous avons 3 étudiants ici, donc je vais très rapidement juste passer par d'anciens étudiants donc, qui n'ont pas fait notre bachelor parce que les premiers font leur diplôme maintenant, mais qui ont fait le master en sciences
en business communication, le master francophone. Donc, pour donner une impression, Virginie Buffat travaille dans une agence qui est spécialisée dans l'employee advocacy, donc un contexte particulier des ressources humaines à travers les employés des entreprises. Aude Ratzé travaille pour Festineuch à Neuchâtel actuellement. Donc, si c'est l'événementiel qui vous intéresse, la communication événementielle, c'est quelqu'un qui a trouvé son futur là. Sergio Van Lanten dans l'industrie de l'horlogerie. J'ai un autre ex-étudiant qui travaille pour Withings en France, vraiment les montres connectées. Donc, ces industries-là, ils cherchent aussi des spécialistes en communication. Et sur ça, je passe la parole à nos 3 étudiantes et étudiants qui sont donc encore des étudiants chez nous, mais qui parlent de leurs expériences professionnelles qu'ils peuvent acquérir au cours des études. Pour avancer, c'est là. Oui. Donc, on commence avec Amélie Kadji. Hello, vous m'entendez? Alors moi c'est Amélie Tolichali Kadji. J'ai 22 ans, je suis en 2e année en communication et en branche secondaire, j'ai gestion d'entreprise et économie politique. Du coup, j'ai un bon équilibre entre com et économie en soi dans mon cursus. Et je vais plutôt vous présenter un peu ce que j'ai fait avant d'arriver à l'Uni dans mon parcours. En fin 2020, début 2021, j'avais mon professeur en sciences politiques qui nous avait conseillé d'aller regarder pour être pigiste à la page jeune. Et du coup, avec des amis, on a tenté le coup et puis j'ai commencé à rédiger mes premiers articles à La Liberté. Et puis en parallèle, j'étais aussi à Radio Gambard, enfin c'était mon ancien collège, où là j'ai plus vu l'aspect radio, on va dire, de la com. Et puis, par après, j'ai aussi commencé à présenter plusieurs conférences sur diverses thématiques, dont une notamment avec Bertrand Kieffer sur le don d'organes. Et c'est là que j'ai un peu compris que la com, c'était un truc qui m'intéressait bien et que j'avais peut-être bien envie de trouver une voie à l'Uni qui correspondait à ça. Et puis, il n'y avait pas encore en fait le bachelor en communication à Fribourg. Du coup, je me suis dit, je verrai. Et puis, par après, en 2022, j'ai fait un stage à la RTS pour aussi voir si c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, plutôt la radio ou bien le journalisme, enfin, savoir un peu dans quelle direction je voulais aller. Et au final, je m'étais dit que la com, c'était peut-être pour après. Et j'ai commencé l'Uni en 2022 en droit. Et là, j'ai participé au GPID, c'est le Grand Prix intercantonal de débat, où là, j'ai commencé à comprendre que j'aimais quand même bien savoir un peu comment captiver l'attention des personnes, comment est-ce que je pouvais au mieux formuler mes phrases, comment est-ce que un sujet pouvait être traité, comment est-ce que je m'informe au mieux, comment est-ce que je peux trier les informations et les partager au mieux aussi. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de changer de voie et de prendre du coup l'option communication en bachelor à Fribourg. Et je regrette pas. Et c'est trop chouette parce qu'en soi, c'est un peu un domaine qui touche à tout. Enfin, on peut vraiment avoir plein de débouchés. On a les classiques, on s'imagine être journaliste ou bien chercheuse, chercheur. On a les content creators, on a le secteur événementiel, on a des entrepreneurs. Enfin, tout dépend aussi de qu'est-ce que vous prenez en branche secondaire dans votre cursus. Mais tout ça pour dire que la com, c'est assez large parce qu'on étudie un peu comment est-ce que les gens interagissent, comment est-ce que les informations sont partagées, l'histoire de la communication. Enfin, c'est vraiment super intéressant parce que c'est autant assez, ça peut être fictif, mais c'est quand même très concret. On peut l'appliquer un peu à tout ce qui nous entoure dans le monde. Donc si vous êtes intéressé par la communication, allez-y, foncez. Yes. Bon, du coup, moi, j'ai pas d'image. Alors, moi, je m'appelle Audrey. Je suis aussi en 2e année de communication. Et du coup, j'ai communication à 90 crédits, donc c'est ma grande branche. Et je suis en travail social à 60 crédits. Du coup, ça, c'est ma grande branche secondaire, complémentaire. Et j'ai 30 crédits en gestion d'entreprise. Du coup, comme
Thilo Fun Pap l'a dit avant, on peut vraiment combiner plein d'aspects, d'intérêts qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est méga intéressant à Fribourg. On n'est pas que en bachelor de communication, par exemple. Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Aussi, ici à Fribourg, surtout en communication, il y a l'aspect pratique. Il y a pas mal de cours pratiques que vous pourrez choisir, surtout en deuxième et en troisième, et après en master si vous faites. Parce que personnellement, moi, j'étais plutôt axée sur une HES parce que les études, être assis sur un banc toute la journée, ça me saoule. Et du coup, tout l'aspect théorique, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc, le fait qu'il y ait des cours pratiques, c'était ça qui m'a fait, qui m'a fait pousser en fait à venir à Fribourg. Et sinon aussi, je fais partie d'une association ici à l'Uni qui s'appelle EtuSound. Et en gros, c'est le festival de l'Université de Fribourg. Du coup, si l'aspect événementiel vous intéresse, je vous conseille à 100% de vous mettre dans cette association ou même dans n'importe quel asso, parce que c'est comme ça qu'en fait, on concrétise ce qu'on voit en cours. Typiquement, à EtuSound, ça fait 2 ans maintenant que j'y suis et je m'occupe de la programmation là-bas. Et tout l'aspect responsabilité, contrat, euh, mail, tous ces trucs un peu plus pratiques ou comment aborder, par exemple, une boîte de prod, comment faire des appels, comment être professionnel, simplement comment écrire un mail. C'est des trucs qu'on ne sait pas faire en vrai. Et on apprend surtout dans la pratique. Et pour ça, c'est vraiment méga bien. Aussi, ça vous donne beaucoup d'expérience. Ça vous rend aussi beaucoup plus crédible si vous voulez après postuler, par exemple pour des stages ou simplement pour des travaux, enfin des jobs étudiants que vous pouvez prendre à côté. Parce qu'il faut savoir que oui, c'est quand même les études à l'Uni, ça prend du temps. Mais comme on a vu dans le programme, on a souvent un jour de congé. C'est un jour où, certes, il faut travailler, mais on peut aussi avoir, par exemple, un petit taf à côté ou justement être dans une asso. Du coup, vous ne serez pas non plus cantonné à l'Uni, comme on peut voir pour d'autres facs ou comme ça. C'est quand même quelque chose qui est hyper concret, en fait. Donc, euh, donc, je crois que voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai fini l'école de commerce et puis j'ai voulu travailler. Je voulais pas continuer mes études. Et puis, comment je me retrouve à l'université? Finalement, c'est en discutant avec quelqu'un qui m'a dit non, mais c'est quand même important de faire des études pour avoir un petit peu plus de contenu sur ce que tu veux faire. Ce qui fait que j'ai toujours travaillé à côté des études. Des fois un peu trop, j'ai raté quelques examens, ça fait partie des pots cassés, mais c'est pas trop grave. J'ai quand même eu du plaisir à tout ce que j'ai fait. Et moi, je vais vraiment vous donner le point de vue, déjà pendant les études, d'essayer d'allier pratique et théorie. En fait, ce que je vois en cours, ça fait des liens avec ce que je fais dans la pratique. Ce que je fais dans la pratique, j'arrive à en faire des liens avec ce que j'ai vu en cours. Typiquement, j'ai organisé un festival, j'ai participé particulièrement dans ce qui était la communication. Comment on fonctionne un média? Comment on va intéresser à la presse pour qu'il parle de notre festival? J'ai eu plusieurs cours à l'Uni qui parlent de ça. Une autre chose, c'est qu'on a différents partenaires, que ce soit les gens qui viennent au festival, des sponsors et compagnie. Puis, qu'est-ce qu'on va leur raconter à ces différents publics? Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver qui leur parle? Et là aussi, on a des cours à l'université qui nous disent comment on interagit avec les gens, de quelle manière on leur transmet notre message, comment on construit notre message pour que ça les touche. Mon bachelor, c'est donc branche principale en communication. J'ai une grande branche complémentaire en sciences de l'environnement. Et puis là, c'est du coup, comment on met en place la durabilité dans le festival? Là, j'ai des cours à l'Uni qui me permettent d'étudier ça, et puis je le mets en pratique. J'ai aussi une branche complémentaire en gestion d'entreprise, et puis là aussi la partie management et compagnie, qui a ce lien entre la théorie et la pratique. Ce qui est très intéressant avec ce bachelor, si ça vous plaît, c'est justement de pouvoir combiner ces différents éléments et de faire finalement à la fin, vous avez un profil qui est presque unique à vous, parce qu'il n'y aura personne d'autre qui aura forcément fait les mêmes combinaisons. Et du coup, ça vous permet d'être au plus proche de ce qui vous plaît. Et puis en ayant allié pratique et théorie, ça vous permet de vraiment mieux comprendre aussi où est-ce que vous voulez aller, que ce soit en travaillant dans un domaine qui vous intéresse pendant les études ou en vous engageant dans différentes associations. Je ne sais pas si Quentin vous a présenté un petit peu 2-3 associations tout à l'heure, enfin juste avant. Voilà, on arrive gentiment à la fin. Je ne sais pas si vous voulez dire encore quelque chose.
Oui, on fait comme ça, d'accord. Oui. Alors déjà, merci à vous trois pour vos présentations. Donc, en fait, l'ordre, et je pense que donc déjà, pour des questions, là, on a quelques minutes pour des questions. Et après, pour des questions, peut-être pour certaines questions, je vais devoir dire, c'est demander plutôt à la conseillère aux études, Florence Van Hove. Mais donc, on a le temps de faire ces questions. Et si vous vous intéressez particulièrement aux différents formats des cours dont on a parlé, donc cours pratiques, les cours magistraux, les séminaires, pour vous, ça doit sembler un peu vague tout ça. De 13h30 à 14h30, on a une séance d'une heure où il y aura aussi des étudiants et il y aura la possibilité. Je pense que Adrien et Amélie, vous serez là. En tout cas, il y aura des étudiants pour vous pouvez poser des questions en petit comité aussi sur comment ça se passe. Et juste après, il y a les étudiants de la MECOM qui vont faire un tour. Et peut-être Adrien dit ça. Et après, je suis encore là pour les questions. Donc j'imagine que vous avez gentiment faim. On va pas tout de suite aller manger. Là, il y a encore d'autres étudiants qui nous rejoignent. On va faire un petit tour dans l'université pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des stands où vous pourrez aussi poser des questions à différents secteurs de l'université. Et après, on ira manger ensemble par groupe à la Mensa. Donc, partez pas tout de suite, restez là. Donc, venez poser des questions si vous en avez. Et puis après, je vais parler, mais sans micro, pour faire des groupes. On va faire 3-4 groupes qui vont faire un petit tour et qui pourront manger. Donc, on va vous offrir des bons pour manger, boisson et le repas. Donc, restez par là. Et si vous avez des questions, donc des questions généraux, d'intérêt général, on peut aussi encore faire dans le plénum. Je peux vous passer le microphone. Est-ce que vous avez des questions généraux, globales, générales? D'accord. Donc, dans ce cas-là, je suis là, Étienne. Si maintenant vous avez des questions parce que vous avez encore 7 minutes avant de partir avec Alexandre et Adrien et les autres. Et donc, soit venez chez moi, donc Adrien, et sinon je te laisse organiser les petits groupes. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. On se reverra donc peut-être à 13h30 et sinon, j'espère aussi à la rentrée, donc dans les premiers cours et la séance de bienvenue.